Il commence la sculpture à 14 ans, peut-être pour s'évader d'une enfance très difficile. Dès lors, tout s'enchaîne, le cinéma, le théâtre, la télévision, mais l'art plastique est sa pierre angulaire. Elle ne le lâche plus, le convoque même dans l'une de ses dictées intérieures où les noms des sculptures viennent insister quand il les termine, à la manière d'une chimère de Gérard de Nerval. Pascal Pistachio, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est pour vous un ciel superbe ? Ah, bah écoutez, un ciel superbe. Moi, je pense tout de suite à Gérard. Non, à Stahl, Nicolas de Stahl. Nicolas Ouais. de Stahl. Parce que c'est quelque chose à la fois qui est plein d'opacité, de transparence, les ciels de Nicolas de Stahl. Oui. Et donc, c'est à la fois extrêmement dense, ça peut être comme du plomb, et en même temps, ça peut être comme l'azur éclatant. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce genre de ciel. Il y a quand même quelque chose d'extrêmement mélancolique aussi dans ce ciel-là. Oui, mais il a vécu. Oui. À quoi ressemblaient vos premières installations ? Ah, je faisais des choses un petit peu étranges pour mon âge et pour l'époque, donc dans mes 14 ans, dans mon adolescence. En fait, je faisais des choses petit à petit. En fait, j'apprivoisais les matériaux et donc j'utilisais un peu tout ce qui me tombait sous la main. Et par exemple, des choses qui ont un petit peu traumatisé mes parents à l'époque, c'est que j'arrivais à greffer des tuyaux qui sortaient du plafond ou des murs. Enfin voilà, des choses un peu comme ça, un peu baroque, un peu bizarre, mais qui me faisaient en fait toucher les matériaux, des morceaux de bois, du carton. Très vite, j'ai fait des collages, donc j'ai énormément découpé. Et le collage, quand on le voit terminé, on a l'impression de voir un tableau, mais en réalité, c'est vraiment un travail de la matière. C'est vraiment pour moi, c'est un travail de sculpteur, en fait. Peut-être que je suis inhibé par la peinture, et donc j'ai vraiment besoin de passer Par ce toucher. oui, par le toucher, ouais. Mhm. Dans quel état d'esprit vous étiez à votre première expo en 1979, à une vingtaine d'années ? Alors là, j'étais mort de trac, en fait. Mort de trac. Oui. Je crois que je me souviens un peu par bribes, mais je me souviens en fait d'une grande trouille. Ma première expo était à Marseille, et des gens extrêmement bienveillants, et c'était incroyable, parce que j'avais une expo personnelle, comme on dit. Donc c'était à cet âge-là, c'était Comment assez. ça s'est passé ? Quelle opportunité ? Bah, en fait, c'est comme souvent dans la vie, ce sont des rencontres qui en amènent une autre, qui en amènent une autre. J'avais des amis marseillais à Paris qui connaissaient le lieu Cours Julien à Marseille, et où il y avait un centre de culture, en fait. Et voilà, et c'est par leur entremise que les contacts se sont faits, et c'est comme ça que j'ai exposé là-bas. Oui. Alors, Un ciel superbe est un podcast non filmé. Comment parleriez-vous de votre travail pour celui qui ne le voit pas ? Alors, c'est un travail qu'on pourrait presque, mais comme souvent la sculpture, on pourrait presque y aller en braille, donc c'est pas très très grave de pas voir. Vous pouvez sentir du bout de vos doigts. En fait, je fais un travail qui est presque abstrait, c'est-à-dire que ça suggère la danse, ça suggère l'antiquité, ça suggère euh, Don Quichotte, vous voyez. Et c'est une espèce de L'Égypte. J'ai l'Égypte. vu une momie dans votre galerie Oui, d'art. oui, oui, il y a une momie, ouais. En fait, je fais un travail qui est tout en vibration et en impression. Donc, c'est très graphique, Avec beaucoup d'assemblage. beaucoup d'assemblage. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, il m'arrive d'utiliser des tas de matériaux, Oui. mais qui vont, et ils ne vont pas servir pour combler, si vous voulez. Ils vont servir parce que la densité, la tension, la forme de ce que je vais prendre qui va intégrer ma sculpture, ça peut être un morceau de branche, ça peut être une pierre, ça peut être même un pot de yaourt, vous voyez. C'est pas du tout là en remplissage, c'est là en tension, c'est là, c'est vivant, ça témoigne en réalité. On pourrait croire que je récupère les poubelles, c'est vrai, mais je les emmène ailleurs. Oui, c'est ça. Alors, comment l'idée arrive et ensuite il y a une énergie comme ça qui vous incite à créer quelque chose ? En fait, quand je travaille, et peut-être d'ailleurs
tout le temps. En fait, mon cerveau est dans mes mains et pas dans ma tête. Et donc, quelquefois, je démarre. En fait, quand j'ai fait plusieurs sculptures d'une dimension petite, par exemple de suite, j'ai besoin de me rincer les mains. Et donc, je change de format. Et donc, pour pas être habitué, pour pas tomber dans une espèce de routine, et puis aussi pour le corps, parce qu'il faut savoir que suivant la position qu'on a pour travailler, eh bien ça demande beaucoup. Ça demande beaucoup au dos, ça demande beaucoup aux bras, ça demande beaucoup aux jambes. Et quand on fait des sculptures de petite dimension, contrairement à ce qu'on croit, on a les bras qui lévitent. Et au bout d'une dizaine de ces sculptures, eh bien, vous avez mal au dos. Et donc, en changeant de format de sculpture, déjà, votre dos va pouvoir se relâcher. Et c'est vos jambes qui vont prendre. Et c'est très bien, ça change. Et en fait, je peux partir quelquefois avec un début de thématique. Je peux me dire justement, j'ai envie de faire quelque chose en rapport à la danse, mais ce qui va sortir de mes mains n'a pas du tout été pensé d'un point de vue graphique. Il est très très rare que je fasse par exemple des dessins préparatoires. Il m'arrive d'en faire quand je fais des grandes pièces, 4 mètres de haut, des choses comme ça. J'ai besoin quand même d'un peu de guide parce que là, le repentir est douloureux. Mais ça n'est pas forcément ce que je crois que ça va être, même en chemin. Il peut y avoir une catastrophe, il peut y avoir quelque chose qui s'effondre, il peut y avoir quelque chose qui, pendant que ça sèche, chute. Et bien, de cette chute, en fait, va naître un truc auquel je ne m'attendais absolument pas et qui va faire que ça vibre, que entre guillemets, c'est beau, quoi. Alors ça fait penser quand même à ce que vous me disiez dernièrement. Dans ma vocation, me disiez-vous, on ne rate jamais. Le ratage est aussi une manière de créer. Donc c'est ça aussi, on fait avec les catastrophes. Avec les contingences du réel. Oui, on fait avec les contingences. C'est marrant parce que je pense au handicap, qui est quelque chose qui est extrêmement, entre guillemets, à la mode depuis des années. Il s'avère que moi, j'ai travaillé, j'ai fait des bronzes pour l'Association des paralysés de France. Donc l'APF, oui. Voilà, donc c'est quelque chose... je me suis, entre guillemets, penché vers ça. Et c'est vrai que vous diriez à un être humain qui a une jambe en moins, vous voyez, qu'il n'est pas un humain, il ne comprendrait pas, et il aurait bien raison. Eh bien, c'est la même chose, une sculpture qui se met à avoir un problème, enfin qui vous dépasse en fait, qui vous échappe, si elle reste vivante, eh ben, elle a gagné, elle est vivante. Oui, elle bouge, elle respire. Elle vibre. Oui. Et elle n'est jamais ratée. Ah, écoutez, j'en sais rien. Après, c'est dans les yeux de ceux qui regardent. Ah, dans les yeux des autres. C'est toujours parce c'est que là vous savez, ça se passe. C'est-à-dire qu'une fois que vous sentez que c'est fini, ça ne vous appartient plus du tout, en fait. Et je deviens quasiment le premier spectateur. Et quelquefois, quelques heures après, je regarde la bestiole et je me dis, oh, dis donc, quand même, incroyable. Incroyable, parce que c'est plein de surprises, parce qu'une sculpture, c'est donc un volume, et vous en faites le tour, vous la tournez, et donc c'est quelque chose qui peut vous apparaître dense et épais, vous vous déplacez de 50 cm sur le côté, et subitement, vous avez une ouverture, vous avez une fluidité, vous avez presque quelque chose de gracile, et voilà, c'est ça qui est formidable. Vous la voyez, quoi. Oui, subitement. Vous la rencontrez. Oui, voilà. Alors, j'évoluais dans votre atelier, rue de la Gaîté. Vous me donniez le nom des œuvres. Donc, il y a Parthenia, Anima. Il y a une vraie mystique de la création chez vous. Même jusqu'au nom des œuvres, d'ailleurs, qui vous sont inspirées, visiblement. Hein, c'est ce que vous me disiez. À la fin d'un travail, il y a quelque chose, une sorte de fulgurance. En quelque sorte, l'œuvre vous dit comment on doit l'appeler. Oui, c'est presque ça. C'est un petit peu à la fois un peu humoristique et un peu naïf dans cette façon d'aborder les choses, mais c'est très simple. C'est-à-dire que, oui, une fois qu'elle est faite, subitement, c'est comme si elle me donnait son nom, quoi. Donc, c'est vrai que dans mon atelier, vous avez croisé Parthenia, qui est en fait une espèce de forme comme ça, extrêmement gracile, qui est une jeune femme. Et en fait, elle s'appelle Parthenia. Pourquoi ? Parce que la posture qu'elle a les jambes croisées délicatement. Alors, elle a 4 bras, 2 qui s'en vont un peu vers l'avant, elle va s'offrir, puis 2 qui se mettent un peu en arrière parce qu'elle se retient. Et en fait, son nom lui vient du Parthénon d'Athéna. Athéna qui était la déesse qui protégeait Athènes et qui était vierge. Et en fait, ce sont de jeunes vierges qui entretenaient, qui faisaient vivre le temple. Et arrivées à un certain âge, elles monnayaient, elles offraient leur virginité, et ces sommes d'argent permettaient bien d'entretenir le temple. Voilà. Et donc cette jeune femme, voilà, ça m'est venu comme ça. Quel enfant vous étiez, Pascal Pistachio, si vous écoutait parler là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il dirait?
Lui qui a eu une enfance, vous qualifiez cette enfance de très difficile, vous. J'ai eu une enfance un peu difficile, oui. Bon, vous savez, c'est des choses qui arrivent presque tous les êtres humains. De toute façon, il y a toujours des passages, voilà, plus ou moins, et après, il y a plus ou moins. Voilà, il y a plus ou moins. Je pense que je m'en suis pas mal sorti. J'aurais pu ou devenir un criminel ou être totalement fou. Fou, je suis peut-être un peu, mais non, mais je suis en fait très heureux parce que j'ai rencontré la sculpture, je devais avoir 2 ou 3 ans, Oui. mais d'une façon complètement... Là aussi, c'est des anecdotes de la vie, c'est-à-dire que chez mes parents, il y avait une petite sculpture en bronze qui pour moi me paraissait très grande quand j'avais cet âge-là, et je sais pas, c'est une espèce de fulgurance de mémoire, je me souviens de moi, je pense quasiment à 4 pattes, nez à nez avec cette sculpture. Ah ouais. Et oui, donc c'est un souvenir que vous avez oui, à 3 complètement. ans. Oui, et ce qui est très drôle, c'est que donc des années plus tard, je me suis mis, parce que énormément de mon travail est fait en plâtre, mais a vocation à être tiré en bronze, et donc je me suis retrouvé des dizaines d'années après, nez à nez avec le bronze, et un jour, j'ai eu cette mémoire qui m'est revenue. Et je me suis dit, mais c'est pas pour rien que tu es attaché au bronze à ce point. Ça te vient vraiment de ta petite enfance. Et quand on sait qu'en plus le bronze est un métal très particulier, puisque c'est un métal passant, c'est un alliage de cuivre, essentiellement du cuivre avec de l'étain, et le cuivre est un métal passant. Le cuivre, c'est avec le cuivre qu'on fait les paratonnerres, qui permet à la foudre de partir des cieux et d'aller au centre de la terre, si je puis dire. Et donc... tout est dit, alors ça veut dire donc que cet enfant, en ayant engrammé ce souvenir-là, a été résilient. Ça lui a permis de dépasser tous ces orages. Tout à fait. Et de toute façon, vous savez, si on arrive à survivre à ces difficultés, toutes ces difficultés sont des richesses à terme. Si on n'en meurt pas au moment où ça se passe, si on ne pète pas complètement les plombs au moment où ça se passe, ça vous nourrit, c'est une richesse. Il n'y aurait pas d'auteur, il n'y aurait pas de peintre, il n'y aurait pas de sculpteur. L'art, c'est la mémoire du vibrant dans tout ce qu'il est, c'est-à-dire aussi bien du douloureux que du délicieux. Vous disiez donc écrivain, vous disiez peintre, sculpteur, mais il y a aussi le théâtre chez vous. Oui. Et il y a aussi le comédien. Le corps du comédien est-il une sculpture vivante ? En fait, moi, ce qui est le fil dans ma vie, c'est le rapport au vibrant. Tous les êtres humains vibrent, tout vibre. La musique, vous voyez, j'ai omis la musique parce qu'en fait, en réalité, pour moi, elle est une évidence permanente. Tout est musique. Alors, je vais vous poser une autre question. Oui. Le corps du comédien est-il une sculpture vibrante ? Oui, tout à fait. Et c'est exactement ça, parce que c'est ce que moi je perçois. Dans les premières interviews que je donnais il y a des années en rapport à mon travail d'acteur, je parlais de ça. En fait, je ne parlais que de matière, je ne parlais que de sculpture et du vibrant. Et en fait, vous sculptez un personnage. Vous êtes, vous, la pâte pour ça, mais vous vous mettez dans une harmonie qui est celle de la personne que vous interprétez, même si naturellement ça part de vous. Mais il n'empêche que vous vous mettez dans une position, vous vous décalez pour aller vers cette personne, vers les situations que cette personne vit dans les moments ou du film ou de la pièce de théâtre. Parlez-nous de vos débuts avec Luce Berthomé et Christian Guillocher au Lucernaire. C'est un couple un peu mythique, ce sont des pionniers et du café-théâtre qui ont été parrainés avec ferveur par Laurent Terzieff. Et moi, mes tout débuts, écoutez, j'étais sur les fonds baptismaux de ce lieu, rue Notre-Dame-des-Champs. Je fais partie de cette équipe de jeunes gens qui ont collé la moquette sur les marches des escaliers. J'ai changé pendant des mois et des mois et des mois les décors de Laurent Terzieff, ce qui était absolument extraordinaire. Quand on parle de quelqu'un de lumineux et de vibrant, lui, c'en était un exemple frappant. Oui. Voilà. Alors, le corps de Laurent Terzieff, c'était quand même quelque chose, n'est-ce pas ? Oui, c'était à la fois, c'était un peu un cep de vigne, et c'était très drôle parce que, drôle, si je puis dire, c'était c'était un ascète, c'était... Oui, il n'était pas drôle. Non, il était drôle. Il avait un humour en fait assez incandescent. Ouais. Il était totalement consacré à son art, complètement habité. Ça. Complètement... Il avait besoin d'en passer par une ascèse. Oui, et puis bon, vous
c'est pas un secret, c'était un immense alcoolique, jusqu'à l'esthétisme, si vous voulez. Oui. C'était le sang qui était dans ses veines, Oui, quoi. ce visage très émacié. Il ne mangeait que des olives. Oui. Il était sculpteur. Un vrai cep de vigne. Il était sculpteur, Oui. Laurent Terzieff. Il était Et il était sculpteur, il oui, était absolument. sculpteur, il travaillait la terre. Oui, il travaillait la terre, il travaillait le corps et il travaillait la poésie. Oui. Finalement, c'est une seule et même chose. Oui, tout ça communique, tout ça se parle. Tout ça se parle. De toute façon, l'art, c'est un immense, à la fois champ de fleurs et champ de bataille, à la frontière de l'humain et de l'ailleurs. Oui. Certains s'y sont perdus, hein, Pascal Pistachio. C'est quoi, vous, votre rapport justement à la folie, à la difficulté d'être? Si j'osais, je dirais que c'est un chemin permanent, c'est une lutte permanente en fait. Mais on est bien obligé de lâcher, on est bien obligé de travailler, d'y être, vous voyez, où on est vivant, où on n'est pas vivant. Vous dites pas où on est vivant, où on est mort, c'est pas pareil. Non, parce qu'il y a plein de morts vivants. Il y a plein, dans le troupeau humain, il y a plein d'êtres humains qui se résignent à être humains, mais au sens passif du terme, qu'ils ne perçoivent pas la beauté et la richesse de ce que c'est que d'être humain, d'être en conscience. Voilà. Oui. Et pour vous, un être humain qui passe 8 heures sur son téléphone portable, est-il encore un être humain? Par jour, hein. Tout dépend, tout dépend. Vous savez, je crois que moi, je me méfie des jugements à l'emporte-pièce, mais tout dépend ce que cette personne fait. Ça se trouve, cette personne, pendant peut-être 2, 3, 4, 5 ans de sa vie, va totalement s'auto, entre guillemets, abrutir, ou peut-être pas d'ailleurs. Ah voilà, vous croyez à ça, hein, vous croyez une espèce de collapsologie du téléphone, quoi. À un moment donné, ça va s'arrêter, il va y avoir un point de rupture, et on va tous devenir des contemplatifs. Pourquoi pas? Je parle pas de tous, là, vous disiez une personne. Non, tous, façon de parler, effectivement. Une personne, et vous savez, il y a des étapes comme l'adolescence. Oui. Il y a des adolescents qui restent murés dans leur chambre pendant 2-3 ans, qui prennent une douche tous les 6 mois et tout ça. On se dit, putain, qu'est-ce que mon enfant va devenir? Et puis, voilà, ça sort du troupeau. Ça sort de la chrysalide aussi, si vous voulez. Chaque être humain a sa chance. Vous avez employé le mot troupeau, hein, quand même. Hein, mais parce que nous sommes un troupeau, il y a un instinct grégaire. Oui. Et justement, les artistes, si vous voulez, sont toujours à la lisière, ils sont toujours dans une solitude, ils sont un peu les gardes frontières du troupeau, ils sont à la marge. Qu'est-ce que vous pensez du suicide? Chacun fait ce qu'il peut, je n'ai rien à dire, chacun fait ce qu'il peut, ce sont des choses qui peuvent arriver à un moment donné où la douleur est trop, où l'injustice de quelque chose est trop, où la solitude est trop insurmontable. C'est une liberté ultime? Je ne sais pas si c'est une liberté, mais ça fait partie du vivant. Ça fait partie du vivant. La mort fait partie du vivant. Oui. Et vous acharnez finalement avec la sculpture à rendre vibrante cette vie-là, ce vivant-là. Oui, mais en fait, si vous voulez, ça n'est pas réfléchi ni calculé, ça n'est pas du tout chez moi, ça n'est pas du tout cérébral. C'est extrêmement organique, en fait. D'ailleurs, je m'engueule par moments pour avoir un peu une espèce de stratégie, vous voyez, parce que moi, je pourrais en fait travailler 12 heures par jour dans mon atelier et après voir mes amis et ne pas me poser de questions sur l'économie et tout ça, alors que naturellement, je suis comme tout le monde, j'ai besoin de manger. Et donc, vous avez quand même cette possibilité d'être dans la vie, hein. C'est aussi quand même quelque chose d'important, hein, Pascal, parce que dans le même temps, certains, vous parlez de Laurent Terzieff tout à l'heure, qui se consacraient entièrement, hein, et qui en finissaient par boire quand il n'avait pas ce temps de théâtre, qui était vraiment enfermé en quelque sorte dans son talent, dans son génie. Vous savez aussi profiter de la vie. Vous avez cette faculté de sortir de votre atelier pour aller vers les autres, pour passer des moments simples. Oui, tout à fait. De toute façon, si vous voulez, le travail, quand je travaille et que je suis très concentré, je suis dans un espèce d'état qui est hallucinant. Moi, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne prends rien du tout de, entre guillemets, toxique quand je travaille. Si vous voulez, si par hasard, je déjeune un jour, alors que je travaille, je déjeune avec quelqu'un et que je bois un verre de vin, je sais que je ne pourrai pas travailler après. Parce qu'entre guillemets, ça pollue ma sensibilité. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas besoin... Vous roupillez, vous faites une sieste? Je peux roupiller, mais de toute façon, si vous voulez, chacun a son rapport au temps et à son horloge quotidienne. Moi, je travaille de très tôt le matin, 6-7 heures, jusqu'à midi. Là, je suis, entre guillemets, efficace. Et de 12-13 heures jusqu'à 17 heures, il est impossible pour moi de travailler.
en fait. Ah bon? Oui. Ah d'accord. Là, Ça, c'est quand même un point important. Je peux pas. Et je peux reprendre après jusqu'à minuit. Et après, vous reprenez. Mais oui. vous avez besoin de vous interrompre. Oui, si vous voulez, c'est comme si c'était des horaires où il y a une rupture de faisceau, où je suis pas... voilà. Et qu'est-ce que vous faites? Ah ben, alors je mange, je peux très bien faire la sieste, non, je vois des gens, je me balade, j'adore marcher, parce qu'aussi, si vous voulez, tout est nourriture, donc je passe mon temps à ramasser des trucs dans la rue, à voir quelque chose. Vous lisez, vous allez au cinéma, vous allez dans les galeries des autres, ou bien oui, vous avez envie de faire un petit peu fi de tout cet Oui, art. mais en fait, je pense aussi comme les timides. En fait, si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler. Bien sûr que quand j'aperçois le travail des autres et tout ça, c'est souvent un plaisir. Mais en fait, je ne suis pas un rat de musée et de galeries et tout ça. Si vous voulez, pour moi, l'inspiration, elle est partout, tout le temps. Donc voilà. Et oui, j'aime énormément le cinéma. Mais maintenant, j'ai du mal, par exemple, dans les salles de cinéma avec le popcorn, tout ça, parce que pour moi, le cinéma est un art, même quand il est un super divertissement. Donc, il y a du popcorn dans les salles de cinéma depuis environ 1950, hein, quand même. Mais non, pas en France. Pas en France, c'est vrai? Pas en France. Ah non, pas en France. Ouais, pas du tout. Non. C'est depuis les années 80. Bah, depuis le Covid, vous savez, on peut plus manger. Hein. Donc il faut y retourner là maintenant. Bon, en tout cas, Pascal, vous avez pour maître Picasso et Soutine. Alors il y en a d'autres, bien sûr. Mais pourquoi eux, me disiez-vous, Picasso et Soutine? Bon, écoutez, en fait, quand j'étais gamin, souvent, avec ma mobilette que je posais contre le mur à côté du musée de l'Orangerie, aux Tuileries, qui à l'époque était un musée complètement à l'abandon, qui sentait l'encaustique et la vieille moquette, il y avait des œuvres exposées de façon un petit peu iconoclaste. Et il y avait des Picasso, il y avait des Soutine, il y avait Marie Laurencin, et il y avait aussi au sous-sol, personne n'y allait. Il y avait les nymphéas de Monet qui étaient éclairés au néon, c'était totalement improbable. Ça, c'est quand même incroyable. Hein. Personne n'y allait, non, personne. Ne se pâmait devant. Non. Il y avait de temps en temps un japonais, mais il n'y avait personne. Et donc, si vous voulez... C'est quand même l'histoire de la pâmoison, elle est quand même... il y a quand même quelque chose de cet ordre. On s'attire, quoi, les uns les autres. Hein. Une espèce d'émulation, alors, autour des tableaux. Oui. Personne ne remarquait le génie de Monet à l'époque. Non, mais parce que vous savez, il y a aussi des querelles dans l'histoire de l'art, tout ça. Enfin, vous savez, la roue tourne. Oui. Et ce qui me passionnait chez Picasso, et toujours, c'est cette rage de vie. Cette rage de vie, quand on voit ce qu'il a peint jusqu'au dernier jour, c'est fabuleux. Mais on a aussi Dubuffet, extraordinaire. Les derniers tableaux de Dubuffet, c'est à tomber. Soutine, c'est sublime. Soutine qui, quand il a commencé à marcher, a continué. En plus, c'est très drôle, parce que moi, j'habite dans le quartier de Montparnasse, rue de la Gaîté. Et Soutine avait son atelier dans un petit square tout près, là, en sous-sol, dans une cave. Et ça puait, parce qu'il y amenait des quartiers de bœufs, des harengs, et tout ça, tout ce qu'il peignait. Ouais. Et quand il a commencé à enfin pouvoir vivre de son art, il a continué à travailler là parce qu'il ne voulait pas être dans une atmosphère de luxe. Il voulait rester imprégné, presque comme si ses toiles sentaient la carne. Quoi. Oui, il avait besoin. Et c'est ça qui vous plaît. Hein, comme on met les mains. Comme Giacometti, qui était non loin aussi de là où je suis, qui, même quand il s'est mis à enfin véritablement bien gagner sa vie, a gardé son petit atelier de 30 mètres carrés. Voilà. Comme vous. Un peu comme moi, oui. Pascal Pistachio, merci beaucoup d'avoir été l'invité d'un ciel superbe. Merci à vous.